Très bien. Donc aujourd'hui, je vous présente Madame Johanna Kovic. Vous applaudissez. Alors, qui est-elle? Elle vous le dira elle-même. Je peux juste vous dire que c'est une de mes anciennes élèves. Ici, au lycée de Marie-Javoué. En quelle classe? Ah, je travaille en 3e technologique. En quelle année? 2009. En 2009. Très bien. 2009, et je l'ai eu ensuite à l'IUT en technique de commercialisation, non? En licence professionnelle. En quelle année? 2014-2015. Vous voyez? Donc, elle va vous faire part de son parcours, de son évolution professionnelle. Je vais vous dire à qui elle était en tant qu'élève ici au lycée Marie-Javoué. Elle vous dira comment elle s'est comportée. N'oubliez pas que la 3e technologique, c'est cela, est une classe charnière de votre orientation. De la même façon que la terminale professionnelle est une classe charnière, car grâce à votre baccalauréat, vous pourrez, grâce à Parcoursup, vous pourrez poursuivre vos études. Je l'avais dit, je le répète, pensez au profil de M. Javonia, écoutez soigneusement le profil de Mme Kovic Johanna, et la semaine prochaine, nous serons en mesure de faire un premier récapitulatif, d'avoir vos premiers ressentis pour savoir ce qui vous intéresse vraiment. Je vous rappelle, vous avez 2 options. Insertion professionnelle après le baccalauréat professionnel ou poursuite d'études après le baccalauréat professionnel. J'aime à le répéter, s'il vous plaît, les jeunes. Parcoursup est important. Le premier semestre s'arrête pratiquement pour vous la semaine prochaine, car vous savez qu'au retour des vacances de la Toussaint, nous ne serons plus une semaine ensemble. Ensuite, vous partirez en période de formation en milieu professionnel pour 6 semaines. Est-ce bien cela? Nous sommes d'accord. Donc, s'il vous plaît, quoi que vous ayez à faire, que vous le fassiez maintenant pour le bulletin du premier semestre. Pouvons-nous compter sur vous? Oui, monsieur. Je ne sais pas. Pouvons-nous compter sur vous? Oui, monsieur. Très bien. Vous demandiez Madame Cupidon qui est arrivée et merci d'accueillir Madame Cupidon, votre professeur. Bonjour à tous. Bonjour madame. Je te laisserai faire l'appel pour le deuxième groupe également. Merci beaucoup. Madame Johanna, la parole. D'accord, je présente d'abord mon parcours scolaire, c'est ça? Tout à fait. Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Bonjour à la directrice. Je vais tester mon métier après. Donc, j'ai fait ma 3e technologie ici. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'avais beaucoup de doutes sur mon parcours professionnel. Donc, j'ai choisi de faire la 3e technologie parce qu'il y avait beaucoup de matières qui se rapprochaient des métiers professionnels. Donc, la communication, l'économie-gestion, un peu de secrétariat et puis des matières au hasard du tronc commun. Après ma 3e techno, j'ai fait une seconde générale, LPI, qui n'existe plus maintenant, mesures physiques et scientifiques, informatique, pardon. Suite à cette seconde, j'ai fait une première, une terminale scientifique. Je ne sais pas si c'est, est-ce que je vois maintenant, la filière S, parce que je sais qu'il y a beaucoup. Non, tu fais le baccalauréat général, baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel. D'accord, dans tous les cas, c'est du général. Puisque j'avais beaucoup de matières dans les mathématiques, les SVT et la physique-chimie, mais je ne savais toujours pas quoi faire. Et j'ai fait beaucoup de tests de personnalité pour apprendre, pour voir un peu ce que j'aimais dans le monde du travail. Donc j'avais vu que j'aimais beaucoup les organisations de projets, beaucoup d'événementiels. Donc par rapport à ça, je me suis orientée vers un DUT technique de commercialisation que j'ai réalisé en Guyane, de qualité ou à l'antenne de Guyane. À l'issue de ce DUT, j'ai fait une licence professionnelle marketing, communication, vente. Donc toujours le domaine du commerce, du marketing, de la communication. Et à l'issue que j'ai fait en alternance, pardon, dans une entreprise guyanaise. Et à l'issue de cela, je suis partie en métropole pour faire un master en communication digitale. Voilà. En rapport universitaire et scolaire. Donc aujourd'hui, je trouve le poste de chargé de communication à la sécurité sociale. Que dire?
Vous savez ce qu'est le métier de chargé de communication? Le métier de chargé de communication, vous savez en quoi est-ce qu'il consiste? Comment? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je pense que c'est pas grave. Donc, chargé de communication, en fait, je suis chargée de l'image de l'entreprise, tant au point de vue interne, donc auprès des salariés de l'entreprise, mais aussi au point de vue externe, donc auprès des clients ou des assurés pour la sécurité sociale. Donc, notre rôle consiste à mettre en place des sites internet, sites intranet pour l'interne, et animer les réseaux sociaux. À cela, on va mettre des stratégies pour permettre à un client, à un assuré, de pouvoir comprendre les missions d'une entreprise. Le point de vue général, c'est à ce que ça la communication. Les éléments essentiels d'une entreprise pour que ces enjeux, son activité soit comprise de tous, et que l'information parvienne convenablement auprès des assurés. Donc typiquement, par exemple, pour la sécurité sociale, on va, par exemple, concernant, on va venir auprès des étudiants pour leur présenter les bons réflexes à adopter vis-à-vis de la sécurité sociale. Créer son compte Amélie, vous avez tous un compte Amélie. Par exemple, on va venir voir les étudiants pour leur présenter le compte Amélie, leur présenter la sécurité sociale, leur présenter je ne vais pas dire les bienfaits, mais en tout cas l'utilité d'avoir un compte Amélie, l'utilité de faire le nécessaire pour avoir une carte vitale, etc. Voilà. Donc bon, c'est le poste que je fais actuellement, mais avant cela j'ai été chargée de communication donc pour une entreprise en alternance, pour une entreprise qui est auprès des transports communs. Après cela, je suis partie en métropole et j'ai travaillé en préfecture en tant que chargée d'accueil. Donc j'accueillais principalement le public, on dira étranger, donc des personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui venaient pour faire des demandes soit de naturalisation ou des demandes de titre de séjour. J'ai également travaillé dans une entreprise qui crée des nacelles élévatrices. Donc ce sont des engins qui permettent d'élaguer des arbres, de monter en hauteur, d'aller en hauteur pour nettoyer des vitres, faire n'importe quel type de travail. J'ai ensuite travaillé en agence de communication, donc je suis rentrée en Guyane, j'ai travaillé en agence de communication, j'étais chef de projet. Donc ce métier-là consistait à travailler pour plusieurs entreprises. J'avais 14 entreprises à ma charge et je devais gérer la communication de ces 14 entreprises sur les réseaux sociaux. Et maintenant, je suis chargée de communication à la sécurité sociale. Voilà. Très bien. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Alors, vous dites que vous étiez chargé de projet dans une entreprise privée. Oui. Voilà. Et ensuite, maintenant, vous êtes chargé de communication à la sécurité sociale. Alors, quel est le pourquoi avoir changé de branche déjà? Enfin, quand je dis de branche d'entreprise, de sortir du privé pour aller dans une administration, on peut dire que la sécurité sociale est une administration. Elle fait un peu des deux, oui. Voilà. Et est-ce que vous avez des, comment dire, est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez dans l'entreprise que vous ne faites plus à la Sécu ou vice-versa, les tâches? Est-ce que c'est pareil ou pas du tout? En soi, les tâches et les missions restent les mêmes. C'est l'intitulé du poste qui change. Entre chef de projet et chargé de communication, chef de projet, c'est parce que j'avais plusieurs entreprises à ma charge. Je gérais 14 comptes. Alors, chef de projet, c'est quoi exactement? Alors, chef de projet, pour m'expliquer ça. Un chef de projet, c'est une personne qui a la capacité, un chef comme un chef de projet. C'est des personnes qui ont la capacité de pouvoir gérer plusieurs projets. Par exemple, vous êtes des petits chefs de projet. Pourquoi? Vous allez gérer les projets et les devoirs que M. Roger vous donnera dans ses cours d'espagnol. Ce sera la même chose pour les cours de mathématiques, pour les cours de français, pour les cours d'anglais, pour les autres cours que vous avez. Et chaque semaine, vous devez gérer et faire en sorte que les devoirs qu'on vous a demandé de faire et les leçons qu'on vous a demandé d'apprendre, vous les fassiez. Vous gérez en fait à chaque fois plusieurs petits projets. Dans le monde professionnel, c'est la même chose.
J'ai un client qui a besoin de faire une manifestation pour vendre ses produits. On va dire à la fin de la semaine. Un autre client, le client numéro 2, a besoin de communiquer sur le fait qu'il sera fermé samedi. Mais ça fait 2, 3, 4 petits projets à gérer pour permettre aux clients de chaque entreprise de savoir que l'un fait un événement, l'autre a une communication spécifique à mener, etc. En tant que chargé de communication, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai parlé des assurés, et la sécurité sociale ne s'occupe pas que des assurés comme nous. On s'occupe des entreprises avec leur SAF, donc les chefs d'entreprise, les personnes qui ont soit une micro-entreprise ou qui sont employeurs. On s'occupe également des agriculteurs avec la MSA, donc c'est une mutuelle agricole. On s'occupe de la santé des agriculteurs. On s'occupe également des retraités, donc les personnes qui sont déjà à la retraite. Aussi des personnes qui sont en devenir d'ailleurs à la retraite, même des personnes qui travaillent comme M. Roger, Madame Cupidon et moi-même, qui devons gérer notre carrière. Et bientôt vous, lorsque vous serez en entreprise, lorsque vous serez professionnel, on a cette partie-là aussi. Mis à part cela, dans la partie assurée, on a les assurés normaux qui n'ont entre guillemets pas trop besoin parce que tout est des voitures déjà mis en place pour eux. Mais il y en a d'autres qui ont besoin, par exemple, d'une C2S, une complémentaire sécuritaire de santé, sociale, de santé, ou qui ont besoin la C2S et l'AME, qui remplace la carte vitale, etc. Donc en fait, ce sont tous ces petits points de mission qui forment en fait des projets à chacun. Parce que l'intérêt, c'est que toutes ces missions-là soient assurées chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Je vais répondre à la question. Oui. Voilà. Alors, non, vas-y, je te laisse en parler. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? C'est la pluriactivité. Le fait que chaque jour se ressemble pas. Par exemple, hier, je travaillais sur un kakémono parce qu'il fallait qu'on travaille sur un kakémono sur un roll-up. Ça ressemble un peu à la fiche PP plus que vous avez là. C'est un élément de communication qui permet de cibler une activité d'entreprise. Et donc, en tant que chargé de communication, je suis aussi sur la partie graphique, donc je crée des visuels. Ça peut être une affiche, un flyer, on travaille dessus. La semaine d'avant, on travaillait sur l'organisation du mois de la prévention pour les agriculteurs qui s'appelle le Novembre Vert. Donc, pendant tous les mois de novembre, nous allons vers les agriculteurs sur toute la Guyane pour leur permettre de bénéficier de quelques points de santé gratuitement. Voilà. Donc, en fait, tous les jours, je vois plusieurs choses, mais pas la même chose. C'est pas tout le temps sur la même tâche et c'est ce que j'ai demandé. Donc, les différentes interventions que vous réalisez sont sur WhatsApp, Instagram. Alors, nous sommes principalement sur Facebook. C'est pas pour la sécurité sociale. Oui. Sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Nous avons également une page YouTube qui nous sert d'hébergement pour nos vidéos. Nous sommes également sur WhatsApp et WhatsApp uniquement pour la partie interne. C'est pour garder le contact avec les employés lorsqu'ils sont absents ou pas, aussi pour leur partager l'actualité de la caisse régulièrement. Et c'est ça. D'accord, parce que les offres d'emploi qu'on doit passer sur Instagram, ça vient de chez vous. Exact. D'accord. Exact. Okay. Alors en fait, voilà, cette explication va rentrer vraiment dans le propre de la communication. La communication fonctionne un peu comme une toile d'araignée. On a un centre et ensuite la toile elle a plusieurs maillages et les maillages ce sont les différents assurés et les clients de la sécurité sociale. Notre centre c'est la caisse et son site internet. Sur ces éléments-là, on aura toutes les informations de la caisse et toute son activité. Mais tout le monde ne sait pas que la caisse a un site internet. Tout le monde ne pense pas forcément à communiquer, à aller tous les jours sur le site pour prendre connaissance des informations de la caisse. Donc pour cela, on va utiliser nos réseaux sociaux, mais également tout ce qu'on appelle la communication en médias, donc les radios, les affichages, la publicité qui n'est pas forcément sur Internet pour nous permettre d'atteindre notre cible. Dans les différents métiers que vous avez pratiqués, lequel aimez-vous le plus?
C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que j'ai toujours eu la même mission. Le poste changeait d'intitulé, chargé de com, assistante de communication, chef de projet, mais en soit la mission était la même. Alors c'est vrai que j'ai été chargée de la paie, mais c'était vraiment un métier qui était ça, si je veux dire comme ça, dans le sens où je n'avais pas pu intégrer le master quand je suis arrivée en métropole. Donc j'ai juste trouvé un job pour me substanter et en attendant de pouvoir faire la prochaine rentrée. C'est à ce moment-là que j'ai fait ce poste-là. Mais sinon, tous mes postes qui concernent mes études et mon domaine d'activité, ce soit là, je ne peux pas tout comme à cette question. Oui. Qu'est-ce qui vous ennuie dans votre métier? Qu'est-ce qui vous ennuie dans votre métier? Qu'est-ce qui m'ennuie de mon métier? Alors là, ce qui peut m'ennuyer, c'est lorsqu'une tâche devient chronophage. Dans le sens où si je reste trop longtemps sur une mission, ou que la mission n'a pas forcément d'aboutissement par rapport aux complexités qu'on a, parce qu'en tant que professionnel du métier de la communication, nous sommes dépendants de tous les autres. Par exemple, à Marie-Javry, une personne qui travaillera dans la communication, il sera dépendant des professeurs. Si les professeurs ou la direction ne donne pas les informations pour communiquer, il ne peut pas communiquer. Donc c'est un peu ça qui est un peu embêtant. Et lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, on peut arriver à l'ennui parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire ou parce que ce sont des choses qui prennent un peu la tête. Après, il faut savoir rebondir et trouver en fait des petites astuces, des petites ruses, si je peux me permettre de le dire, pour pouvoir trouver une solution et arriver au point d'épanouissement. Très bien. Comment se déroule une de vos journées? Alors, mes journées ne se ressemblent pas. Le matin, j'arrive au travail et on fait le point en fait, sur les attentes des différentes directions. Donc, on va faire d'abord une veille digitale. Donc, on ira sur les réseaux sociaux. On va regarder les réseaux sociaux de toutes les caisses nationales auxquelles nous appartenons. Donc, la CNAM pour l'assurance maladie, la CNAV pour l'assurance retraite, l'URSSAF, Caisse nationale pour l'URSSAF. Et voilà, MSA, j'oublie le nom. Donc on va vérifier s'il y a des informations importantes qui découlent de cette caisse nationale pour voir s'il faut décliner la communication locale. Et à la suite de cela, ça va dépendre en fait des demandes qu'on va recevoir dans la journée. Soit on continue l'émission qu'on a commencée la veille ou sinon la semaine d'avant ou dans les jours qui ont précédé, soit on répond aux demandes aux nouvelles demandes des collègues. Ça peut être une assistance pour un collègue qui doit aller faire participer à un salon, à une présentation. Ça peut être une création visuelle, comme je vous disais tout à l'heure. Enfin, voilà, ça dépend du besoin à l'instant. Donc, si je me base sur mon dire, apparemment, vous ne travaillez pas en relation avec la MSA, la CNAB et tout, parce qu'ils auraient pu vous transmettre des informations directement. Alors, on travaille avec eux, mais c'est spécial parce qu'il faut que la communication qui découle des caisses nationales soit localisée. D'accord. Dans le sens où, dans un premier temps, pour une information lambda, il faut qu'on adapte les visuels à notre public. C'est-à-dire qu'on va faire une campagne pour la grippe, ce qui est en cours actuellement. Une personne qui va voir une affiche pour la grippe avec quelqu'un qui a un col roux et qui a un bonnet ne va pas forcément se sentir concerné par les communications comme celle-ci. Donc on a un travail à refaire pour régionaliser nos supports. Ensuite, tout ce qui est déployé par les caisses nationales ne sont pas forcément déployés en local. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas effectif, mais des fois c'est parce que ça ne concerne pas le territoire. Donc ça va concerner une région de métropole, mais pas la nôtre. Ça peut concerner Mayotte, mais pas la Guyane, et vice-versa. Donc par rapport à cela, on va voir en fait avec les directeurs de branche pour voir si c'est vraiment effectif sur le territoire. Si oui, on voit si on peut le déployer tout de suite. Assez souvent, c'est le cas. Si ça ne peut pas être déployé tout de suite, on l'adapte par rapport aux réalités du terrain en fait. Et est-ce que vous travaillez avec l'actualité locale? C'est-à-dire octobre, le mois oui, rose. Oui. Le novembre, le mois bleu. Aussi. Alors, novembre, je ne peux pas m'avancer dessus, mais de manière générale, on a un service au sein de la sécurité sociale
qui est en charge de la prévention santé. Donc ils vont avoir des actions portées sur les jeunes, donc avec des dents. Il y a également tout ce qui concerne les protections par rapport aux préservatifs, etc. Mais on a aussi un service qui est en lien directement avec la Ligue du cancer. Et on a des agents qui sont sur le terrain justement par rapport à ce qui est dit. Par contre, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que aux informations, ils ont parlé du vaccin papillomavirus. Voilà. Mais je n'ai pas vu véritablement de campagne, peut-être j'ai pas fait attention, menée par la sécurité sociale pour inciter les jeunes à faire cette action. C'est normal parce que c'est l'ARS qui gère ça. Ah, c'est l'ARS, d'accord. Donc vous ne travaillez pas on est en collaboration, en fait. Il y a certaines missions qui sont portées par la sécurité sociale et les caisses nationales comme l'action maladie. Il y en a d'autres comme celle de vaccination, comme papillomavirus, la grippe ou sinon même le Covid à l'époque du Covid. À l'époque c'est encore un peu en cours, mais voilà. Qui sont d'abord portés par l'ARS et qui peuvent éventuellement être reliés par la sécurité sociale. D'accord. Voilà. L'ARS est vraiment totalement sur la prévention et nous on vient sur un autre volet d'accompagnement de l'assuré par rapport à sa protection sociale. Donc vous êtes plus sur la couverture sociale, à savoir la CMU, la LME. Principalement, oui. On a des volets de prévention, mais c'est principalement. Par exemple, comme je parle de la prévention pour les dents, ce sera parce que la sécurité sociale rembourse à 100% les enfants qui ont entre 5 et 24 ans qui vont chez le dentiste. Jusqu'à 24 ans. Ah, c'est plus 18 ans. Non, 16 ans, pardon. Non, c'était jusqu'à 25 ans, c'est descendu à 24 ans. Donc ça veut dire que si, je parle pour certains d'entre vous, les élèves, si donc un jeune est toujours affilié à la sécurité sociale de ses parents, il a 22 ans, il doit porter un appareil. Ça dépend des soins. Je peux pas vraiment se faire des soins. Il y a une liste de soins qui sont remboursés à 100%. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais ça va directement avec. Je n'ai pas les éléments en tête. En fait, moi, je n'avais que l'information où on pouvait, les jeunes, c'était jusqu'à l'âge de 16 ans, si je ne m'avance pas trop, où ils avaient la facilité, pas la facilité, mais la faculté de porter un appareil dentaire jusqu'à rembourser à 100% par la famille, jusqu'à l'âge de 16 ans. Bon, aux dernières nouvelles, c'est 24 ans. 24 ans. Après, mais normalement, c'est 24 ans. Alors, Monsieur Novembre d'abord. Moi, j'aimerais savoir. Parlez plus fort, s'il vous plaît. J'aimerais savoir, par exemple, si moi, après mon bac, je voudrais faire ce métier, quels sont les diplômes et les compétences requises? Les diplômes et compétences requises. Je vais d'abord parler du diplôme. Pour ma part, j'ai fait un DT technique de commercialisation. Dès la fin du DT, tu peux prétendre à être assistant de communication. Moi, je préconise d'aller jusqu'au bout de ces études parce que la vie est difficile et parce qu'en fait, les exigences sont de plus en plus élevées. Si tu ne veux être que chargé de communication, tu pourras être assistant de communication. Le métier de chargé de communication, c'est un métier qui amène à être manager ou cadre. Aujourd'hui, je suis cadre. Pour être cadre, il faut avoir un master. Et ça te permet, je vais parler crûment, d'avoir un salaire qui est entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Voilà, En début de carrière. 1800, oui. À partir de 1800 euros net, on a 3 000 euros de carrière. Après les DUT, tu peux faire soit un bachelor en communication, soit une licence professionnelle. Donc, il te donne le niveau de bac plus 3. Ensuite, ça peut être un master. Personnellement, j'ai choisi la voie de la spécialisation. C'est-à-dire qu'il y a des licences générales en communication et communication des entreprises. Et moi, j'ai choisi de faire la partie spécialisée et professionnelle de spécialisation parce qu'on est vraiment au plus proche du terrain, en fait. Nous envoyons le terrain. Mais comme on fait aujourd'hui, nous, on devait le faire à l'époque où j'étais en DUT, par exemple. Prendre contact avec un professionnel de réflexion par rapport à son métier pour comprendre un peu son métier, ses missions et savoir comment s'orienter.
dans le futur. Donc voilà, c'est un DUT. Sur un DUT, il y a aussi les BTS de communication qui existent. Après, il faut voir ce que tu veux aussi dans la communication, parce que la communication c'est vaste. Il y a la communication digitale comme ce que je fais, parce que j'ai fait un master en communication digitale. Mais il y a aussi la communication graphique, donc de cela sur un graphiste ou un graphiste. Et pour cela, il faudra peut-être plus se diriger vers une formation qui est portée sur le graphisme. Tu as la communication événementielle. La communication événementielle, c'est organiser des salons, des événements. Voilà, il y a plusieurs sous-domaines dans le domaine de la communication du marketing. Donc, je vous en rappelle ce que tu préfères. Oui, pour les compétences. Les compétences, la diplomatie, parce qu'on peut avoir affaire à des collègues ou des clients qui ne sont pas forcément toujours très gentils. Donc il faut savoir prendre sur soi, répondre avec diplomatie. Compétences, la gestion de projet, donc savoir manager un projet. L'autonomie, c'est très important, être autonome, ne pas avoir besoin que quelqu'un soit sur votre dos pour vous dire ce que vous ayez à faire. Vous savez que vous avez une mission, vous connaissez vos missions. Chaque matin, vous arrivez au travail, vous faites le point avec votre responsable, vous le seul, pour faire ce que vous devez faire. Donc l'organisation, ça va avec le management de projet, ça va être organisé. C'est important. Autres compétences. Pour les compétences à proprement parler, donc vraiment le cœur du métier, ça va être par exemple pour ma part la maîtrise des réseaux sociaux. Ce n'est pas que faire une story. Il y a beaucoup de choses à donner, donc connaître la stratégie des hashtags, comment s'exprimer de manière professionnelle. On ne parle pas à un professionnel comme on parle à ses amis ou à ses parents de classe. Voilà. Que se passe-t-il? Ah, elles sont endormies. Voilà. Mademoiselle Leclerc, je vous invite à aller vous rincer le visage, en revenir bien fraîche parmi nous, s'il vous plaît. Pendant ce temps, juste pour faire un peu de pause, Madame Kovic-Joanna, vous parlez des DUT. Ils sont payés. Voilà, très bien. Donc, les DUTTC, diplôme universitaire de technologie, cela n'existe plus. Il y a une réforme, et nous sommes passés d'un bac plus 2 à un bac plus 3. Pourquoi? Parce que le D est devenu B. But TC. D'accord? Donc vous passez d'un niveau bac plus 2 à un niveau bac plus 3. Vous poursuivez directement en master. Alors qu'auparavant, avec le DUT, bac plus 2, vous deviez intégrer une licence professionnelle. Donc on va dire que grâce au but, la licence professionnelle est directement intégrée dans cette nouvelle version. Cela est utilisable pour tout le monde. D'accord? Et comme, donc on s'était vu en DUT et en licence professionnelle. Uniquement en licence professionnelle. D'accord, très bien. Donc là, vous avez vu les avantages que vous avez. Et je vous encourage vivement tous à intégrer le but TC, technique de commercialisation. Cela correspond parfaitement à votre poursuite d'études. Si vous voulez devenir cadre comme Madame Covis. Oui, Safir, une autre question? Il y avait une question, Monsieur Jean-Simon. Je n'entends pas la question. Je vous rappelle, les jeunes, que vous avez une épreuve orale dans le cadre du chef-d'œuvre où vous serez amené à parler pendant 10 minutes, à parler pendant 10 minutes de façon claire, de façon distincte, de façon cohérente, s'il vous plaît, que nous puissions vous entendre. Monsieur Jean-Simon, à vous la parole, s'il vous plaît. Votre hiérarchie, vous demandez des résultats tous les ans. Mais en fait, excusez-moi, j'ai eu du mal à entendre la fin de la question. J'ai demandé est-ce que c'est la hiérarchie, vous demandez des résultats tous les jours, ou c'est
Merci pour la question. Alors, je suis autonome de base dans mon travail. Les résultats ou objectifs professionnels sont posés à l'année. C'est-à-dire que chaque année, on a un rendez-vous professionnel avec son manager pour pouvoir positionner des objectifs professionnels. Par exemple, cette année, moi, mon objectif, c'est de pouvoir pousser la communication de l'URSSAF, qui n'est pas assez déployée en Guyane, et de mettre en place en interne un processus de suivi de nos résultats par rapport à tout ce qu'on met en place sur la communication digitale. C'est-à-dire qu'on communique, on voit que ça peut marcher sur certains postes ou sur d'autres non. Mais en fait, on n'a pas forcément de processus de reporting national. Reporting, c'est le fait de récupérer les résultats. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a fait un post sur le fait qu'il y a un poste vacant à la caisse, il faut récupérer le fait qu'il y a eu 3 j'aime, qu'il y a eu 4 partages et qu'il y a eu 100 personnes qui est sans impression. C'est pour dire qu'il y a 100 personnes qui ont vu le post sur le réseau social en question. Et en fait, ces éléments-là nous permettent de voir l'impact de notre communication, l'engagement des personnes qui sont sur le réseau, mais aussi l'impact de notre communication, savoir si la communication est efficace ou pas. Et par rapport à cela, il y a d'autres stratégies à déployer pour améliorer cette communication. Donc la stratégie, elle va aller par exemple en venant vers le public. Ça veut dire que la publicité qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Donc payer le réseau social pour qu'il puisse pousser notre communication. Et donc voilà, donc ça ce sont les gros objectifs. Et après, toute l'année va être segmentée et organisée par rapport à ces objectifs-là. Donc moi j'ai 2 objectifs, mais ma responsable elle en a parlé en 10. Elle m'a donné 2 parties qui reflètent un peu cet objectif. Mes autres collègues ont d'autres qui reflètent cet objectif et ensemble, on met en place des choses pour des stratégies pour améliorer l'image de marque de la sécurité sociale. Donc, c'est au quotidien, pas forcément au quotidien, je peux dire au mois, mais surtout à l'année. Et par rapport à cela, on essaye d'avancer pour toujours améliorer. Ça répond à ta question? Très bien, Madame Joly, une question. Pourquoi avez-vous choisi ce métier et qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que j'aime faire le plus, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier. J'ai choisi ce métier-là parce que c'est un métier qui, pour moi, est de terrain. Alors, pas plus que le BTP ou autre chose, mais parce qu'il me rapproche du public. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'organisation des projets, donc en cela, je suis totalement dans le même parce que j'arrive un peu. Et en fait, c'est un métier que j'ai appris à aimer au fur et à mesure de mes études. Comme je disais tout à l'heure quand j'ai présenté mon parcours universitaire et scolaire, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais être avocate, je voulais être enseignante, je voulais être secrétaire, je voulais être ingénieur. Voilà, c'était des métiers qui me plaisaient mais sans me plaire. Et en fait, je me suis assise en faisant, comme je vous ai dit, des tests de personnalité pour voir ce qui me correspondait le plus. Donc, en faisant mes tests de personnalité, il y a beaucoup de choses qui remontaient sur la gestion de projet, mais aussi sur le domaine du social. Mais bon, je savais que je n'avais pas forcément la personnalité pour être dans le domaine du social. Donc, je me suis repenchée vers la gestion de projet de manière générale dans le commerce. Et en fait, au fur et à mesure, je suis arrivée en première année de TC, j'ai appris le marketing, que je ne connaissais pas. En 3e technologie, j'ai appris la communication avec Madame Renaud, je crois, je ne sais pas si elle est toujours là. L'économie-gestion, et en fait, au fur et à mesure, on découvre aussi les métiers pendant nos années d'études, et c'est au fur et à mesure que j'ai peaufiné mon projet professionnel. Voilà. Et qu'est-ce que j'aime le plus? Le fait de pouvoir être créatif. J'aime aussi le fait d'être utile à l'entreprise dans laquelle je suis engagée. Puisque participer à l'image de marque, ce n'est pas rien. Si on ne fait pas correctement les choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, même là, en me présentant devant vous, ça entache l'image de la sécurité sociale. Donc il y a tout ça qui est en jeu que j'aime beaucoup. Merci pour la question. Avant la question de M. Brasseleur, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez. Vous n'aviez pas le profil pour être dans le social. Non, j'avais le profil, mais je ne voulais pas être dans le social. Ah, pourquoi cela? Ah, monsieur. Non, mais
C'est important que les élèves apprennent à se connaître eux-mêmes Oui, c'est vrai. et qu'ils sachent vraiment ce qui s'appelle prétendre. Alors, quand mon texte face a été m'a fait connaître le fait que je pouvais potentiellement être dans le social, j'ai fait des recherches sur le secteur du social. Vous savez qu'il aurait fallu que je sois en face de personnes qui sont en difficulté la plupart du temps. Je suis une éponge émotionnelle. Donc dès qu'une personne a un problème, son problème il est le mien. Et je sais que ça n'aurait pas forcément été viable pour moi en fait d'être dans le social parce que j'aurais pas pu être par exemple assistante sociale, mentalement, psychologiquement. Par exemple, il faut être assez fort. Moi je ne dis pas que je ne suis pas forte parce que aujourd'hui j'ai grandi, j'ai mûri. Mais à l'époque je ne me voyais pas du tout dans. Jusqu'à aujourd'hui, je respecte très bien les assistantes sociales, c'est très bien. Mais on est face à un monde qui est de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus de problèmes, de personnes qui font face à des problèmes de santé mentale, etc. Et personnellement, je ne voulais pas devenir. C'est un choix personnel en fait. Je sais que j'aurais pu, par rapport à ma personnalité, par rapport aux compétences que je sais que j'aurais pu, parce que là encore, ça reste de la gestion des projets, entre guillemets. Accompagner une personne qui est en difficulté, il faut pouvoir trouver des structures qui puissent répondre à ses besoins, etc. C'est quelque chose qui aurait pu être dans les compétences, mais je ne voulais pas être dans le secteur du social. Car cela vous aurait affecté vous-même, Oui. aurait affecté votre propre vie. C'est ça. Et elle n'aurait pas su faire la différence entre la vie professionnelle et la vie familiale. Il faut savoir. Je ne m'en sentais pas capable à l'époque. D'accord. Ouais. Votre fiche d'orientation, s'il vous plaît, votre questionnaire, mieux vous connaître votre personnalité, faire le point avec vous-même, il est important de savoir ce que vous êtes capable de faire, même si vous en avez les compétences, est-ce que vous voulez vraiment faire dans la vie professionnelle. Très bien, merci beaucoup pour la question et la réponse, M. Brasseur, à vous. Quels réseaux sociaux vous utilisez le plus pour la communication? De manière générale, ce sont 3 réseaux sociaux. Ceux qui sont les plus répandus, Facebook, Instagram et LinkedIn. Pourquoi? Parce que ce sont là qu'il y a les 3 principales cibles. Le Facebook est beaucoup utilisé par les personnes matures, on va dire, donc à partir de 35 ans et âge montant. Instagram, ce sont les jeunes, comme vous et moi, voire plus jeunes souvent. Et LinkedIn, c'est un circuit qui est très professionnel. Donc voilà, pour nous permettre d'atteindre en fait chacune de nos cibles, on a choisi d'être sur ces 3 réseaux sociaux principaux. Oui. Avez-vous des horaires réguliers? Madame Jolibois, je n'ai pas entendu la question. Je vous remercie de parler beaucoup plus fort, s'il vous plaît. Avez-vous des horaires réguliers? Oui, j'ai des horaires réguliers. Alors, je ne vais pas faire la sécurité sociale, mais avant, en général, c'est comme dans toute entreprise, entre 8h et 9h jusqu'à 16h, 17h, selon l'entreprise. De manière générale, un chargé de communication peut avoir un poste entre 35 et 36 heures, et ça peut aussi aller jusqu'à 39 heures par semaine. Donc lorsqu'on a 39 heures par semaine, ça fait à peu près une journée qui commence à 8 heures et qui termine à 17 heures. Tous les jours sauf le vendredi, on va terminer par exemple. Aujourd'hui, à la sécurité sociale, par rapport à l'organisation qui est mise en place, on a une plage fixe. Donc la plage fixe, c'est la plage horaire où on est obligé d'être présent, qui est entre 8h30 et 12h30. Et après, j'organise un peu ma journée comme je fais les malédictions. Pour respecter toutes les missions et les objectifs de notre service, je dois être présent pour moins de 8h à 16h chaque jour. Merci beaucoup pour la réponse. Madame Léger a une question, oui, je l'écoute. Quelles sont les connaissances indispensables? Alors, beaucoup plus fort, Madame Léger, s'il vous plaît. Quelles sont les connaissances indispensables à avoir pour ce métier? Quelles sont les connaissances indispensables à avoir pour ce métier? Le métier de la communication. Mais il faut connaître les réseaux sociaux, pas juste savoir qu'ils existent, mais connaître le fonctionnement du réseau social. Par exemple, pour Instagram, c'est un logiciel qui fonctionne comme un algorithme. Il y a des sites internet de professionnels spécialisés dans la stratégie des réseaux sociaux qui donnent régulièrement en fait, des tips et astuces pour qu'une communication soit efficace sur les réseaux sociaux. Donc il faut en connaître les rouages. Ensuite, pendant les études, on va vous apprendre en fait, comment appréhender, comment analyser des résultats.
si je parle en termes de j'aime, mais ce n'est pas que les j'aime qui comptent, mais si une publication a eu 3 j'aime, il faut savoir interpréter pourquoi est-ce qu'elle a eu 3 j'aime. Ça peut être soit parce qu'elle a été postée trop tôt, soit parce qu'elle a été postée trop tard, soit parce que l'information n'était pas claire. Et par rapport à ça, on essaie de rebondir en changeant les éléments. Et mis à part cela, il y a aussi le résultat de la communication. On va faire une publication sur une offre d'emploi. Notre résultat serait qu'on ait obtenu des personnes qui candidatent à ce poste-là. S'il y a eu des candidatures, c'est qu'on sait que la communication a été effective. Voilà. Donc en fait, ce sont plusieurs éléments qui nous permettent de voir si tu as répondu à ta question. Oui. Merci beaucoup, monsieur Maxime. Il a une question. Est-ce que monsieur Jean-Simon, oui, la question? Madame, vous êtes présentée. J'ai encore du mal à vous entendre. Madame, vous êtes présentée, vous nous avez raconté votre rapport professionnel, mais vous ne nous avez pas dit quel type d'élève vous étiez. Monsieur Roche, j'étais quel type d'élève? Je vous laisse répondre, madame Johanna Govis. Oh mon Dieu. Alors, j'étais une élève très studieuse et sérieuse. Non, j'ai reçu une éducation qui porte vraiment sur le respect des professeurs, notamment. Sur le sérieux à l'école, mes parents m'ont toujours rappelé que la vie est le choix. Et que si je veux m'en sortir dans la vie et avoir une vie aisée, je dois travailler à l'école. Donc par rapport à ça, quand j'étais en troisième, j'étais première de ma classe. Et ma licence pour mon master, je me suis battue en fait pour être major de promo, sinon pour être en école. Ça fait partie de mon gouvernement, mais c'est aussi mon éducation. Après, comme tous les élèves, je n'étais pas dissipée par la rue. Insolente par moment. Et donc, j'étais quelqu'un de différent. Je suis quelqu'un de dynamique. Donc, avec les contenus de Roger, c'était beaucoup la voix de Madame Police qu'on entendait parce que j'ai beaucoup d'espace. Je sais bonjour, je peux pas parler ça. J'ai perdu mes bases. Mais voilà, sérieux. La discipline, ça commence là. Vous savez, vous avez votre devoir, c'est pas la veille que vous allez faire les devoirs, surtout que ce que vous avez des devoirs à apprendre. Pour chaque séance, ça se te parle. Le suivi, vous avez des lacunes, vous mettez les choses en place pour pas laisser la lacune là. Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir des cours en dehors de l'école, mais vous pouvez en fait avoir des astuces qui sont partagées par les professeurs, vous pouvez mettre en place des groupes de travail entre élèves pour vous permettre en fait d'évoluer ensemble. Monsieur Orbilus, merci pour la... Je vais compléter, avant de laisser la parole à monsieur Orbilus. Madame Covic-Johanna, vous voyez là, oui, elle est spontanée, elle est authentique et elle est elle-même. Vous l'entendez parler, elle s'exprime clairement, elle s'exprime très bien et elle a toujours fait de la classe de 3e. Cela veut dire qu'elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle est spontanée. Elle a quelque chose à dire, elle sera directe. C'est bien cela. C'est ça. Vous voyez que ça n'a pas changé. Je l'ai eu en licence professionnelle, exactement la même personne. Donc, cela veut dire, au moins une chose, que vous avez une personnalité. Vous devez connaître votre personnalité et vous devez la travailler, l'arranger, la monter, la modifier, mais en tout cas être fier de la personne que vous êtes. Parce que votre personnalité va forger votre caractère. Vous savez qui vous êtes. Et à partir de ce caractère et de cette personnalité, vous allez vous orienter vers un type d'études et vers un type de profession. Madame Covis, d'après ce que j'ai retenu, qui aime toujours défendre les autres, qui aime toujours avoir la solution, se retrouve très bien en tant que chef de projet. Donc mener des projets. Donc ça veut dire que sa personnalité, son caractère, en fait qu'elle a le métier qui lui correspond. C'est bien cela. Êtes-vous d'accord? Oui. Mais je vous sens un petit peu timide, oui. Oui, mais alors c'est un autre profil parce que je me suis dit, mais pourquoi elle ne s'est pas orientée vers les ressources humaines? Parce que la communication, effectivement, c'est un domaine très vaste. C'est un domaine auquel je ne me suis pas dit ça qui m'avait pas jamais vraiment attiré.
Et pourtant, il faut savoir manager une équipe, être à l'écoute, et c'est exactement ce que vous êtes. Sauf qu'on ne peut pas travailler véritablement dans le monde. Non, mais là encore bien, oui. Par rapport à la digital. Oui. Bon, vraiment, je ne me suis jamais intéressée à ce métier-là. Bon, aujourd'hui, maintenant, je suis plus là, je suis très curieuse. Donc, je m'intéresse un peu à tous les domaines d'activité pour savoir, en fait, pour connaître comment est-ce que chaque métier fonctionne. C'est bien aussi pour sa culture générale, une manière plus vaste. Mais je me suis vraiment, même jusqu'à aujourd'hui, même si je connais à peu près l'émission de chargé de ressources humaines, c'est pas un métier qui me... Parce que là, par contre, dans les ressources humaines, on a cette partie chronophage-là. On peut avoir 300 salariés, c'est la même chose qu'il faut faire pour les 300 salariés. Ce sont des tâches répétitives. Voilà, et ça, par contre, je sais que non. Donc, je comprends pourquoi ça n'a pas intérêt. Oui, mais chef de projet, ça peut être aussi des tâches répétitives, même si l'objectif n'est pas le même, mais c'est toujours, le process est toujours le même. Mais parce que l'objectif n'est pas le même, le process ne se met pas de la même manière en place. D'accord. C'est-à-dire que dans un process, on a 5 points allant de A à E. Pour 3 projets, on ne va pas forcément mettre en place toutes les lettres de de A, le process de A à E. Il y en a un qui va demander que A et B et c'est bon. Il y en a un qui va demander A, C, E et ça sera bon. Et puis il y en a un autre où en fait, ça demande aussi beaucoup de force mentale parce qu'il faut pouvoir analyser rapidement et trouver la solution rapidement. Donc ça fait un bon travailler l'esprit. Ça demande aussi de la créativité parce que des fois la solution ne se présente pas toujours devant nous. Voilà. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, que vous avez une entreprise qui vous demande le process de A à B, mais finalement vous dites, mais moi je sais. Et vous proposez, non? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé et lorsque ça arrive, on a 2 cas de figure. Soit l'entreprise est bornée, elle dit non. Soit elle accepte la proposition et elle y va. Dans le troisième cas où elle dit non, c'est passé, c'est B, il faut faire B. Mais ça dépend. Et par rapport à cela, on apprend la résilience et aussi l'humilité, on va dire. C'est-à-dire que ça, je l'ai beaucoup connu lorsque j'étais chef de projet en agence de communication. En tant que chef de projet, on accompagne le client, en tout cas dans une agence, on accompagne le client, mais ce n'est pas notre bébé. Et quand ce n'est pas son entreprise, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Même aujourd'hui, en tant que chargé de com, je ne suis pas responsable de communication. Si ma responsable m'a dit on va tout droit, on va tout droit, on ne va pas à droite. Mais est-ce que vous avez déjà vu le cas où un chef d'entreprise indécis, c'est-à-dire qu'il veut atteindre un objectif, il vous dit ce qu'il en est, mais en fin de compte, il faut compléter. Oui, mais ça arrive souvent parce que tout le monde ne connaît pas correctement le métier du marketing, le domaine du marketing et de la communication. Ça arrive très souvent. Surtout aujourd'hui, on a Canva qui est sorti pour tout le monde des conseils, manipuler Canva et faire un visuel grâce à Canva et à l'intelligence artificielle. Tout le monde sait communiquer, sauf que non. La communication, ce n'est pas que faire un visuel. La communication, il y a une réflexion qui est faite avant. Comme je disais, on met en place des choses pour atteindre une cible. Pour atteindre la cible, ce n'est pas que je vais écrire les choses comme ça et ça va passer. Non. Il y a une façon de placer l'information, il y a une façon d'organiser l'information et ce sont des choses qui s'apprennent en fait. Oui, tout à fait, comme la campagne MT-Dent pour les enfants. Exactement. C'était vraiment ciblé pour les enfants, enfin pour les petits. Et je peux vous dire, ça cartonnait. Alors, il y a une nuance. Les petits étaient la cible secondaire, la cible principale, c'était les parents. Ah, pourtant, quand j'ai cette pub, la pub est sortie à la télévision, moi, c'était pas véritablement les parents qui en parlaient, c'était plutôt les enfants qui disaient aux parents, mais non, on peut se brosser les dents 3 minutes, allez, compte 3 minutes. Donc, c'est que l'enfant avait bien entendu, mais pas forcément le parent. Mais un peu des deux. C'est pour ça qu'on parle. Bon, là, on rentre dans le marketing, cible principale, cible secondaire et cible première. Voilà, surtout pour les enfants, on a souvent cette cible-là. Des fois, l'enfant sera la cible principale parce que c'est l'enfant qui va amener le parent à acheter le produit. Ça c'est clairement pour la période de Noël et les cadeaux. Voilà. Mais pour revenir au point sur les chefs d'entreprise indécis, après, en tant que professionnel, on apprend des fois à lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels avec qui, des chefs d'entreprise, avec qui on peut travailler parce qu'ils sollicitent
le chargé de com, ils font confiance à ses compétences et dans ce cas-là, on peut avancer, même s'il y a des points bloquants. Et il y en a d'autres avec qui on ne peut pas forcément avancer parce qu'ils exigent qu'ils savent tout et que en fait, ça s'avère être un flop après. Donc après, il faut savoir statuer en fait, se dire ok, je travaille et ça rentre dans la déontologie de la technique. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de rattraper un flop? Ça arrive le chef d'entreprise. compliqué. Voilà, parce que le chef d'entreprise, finalement, il se rend compte que les conseils que vous avez prodigués, il aurait dû les suivre. Et puis en fin de compte, il a fait le tout, on fait le face à tête. Et en fin de compte, le résultat n'était pas celui qui était escompté. Ça peut arriver, c'est le point de vue marketing. Le marketing, c'est une série de tests en fait, qu'on appelle le bêta-testing. On va venir tester quelque chose. Si ça fonctionne, on continue dedans. Si ça ne fonctionne pas, on essaye une autre méthode. En fait, c'est cela. C'est-à-dire que s'il y a une communication qui n'a pas réussi, et ça fonctionne plutôt pour un chef d'entreprise qui est têtu, borné, ou même un chef d'entreprise qui est totalement ouvert. Enfin, le public, on ne sait jamais comment est-ce qu'il répond exactement. Donc par rapport à cela, il faut une série de recommencements et de tests à chaque fois. Vous entendez, je me permets d'intervenir, vous entendez quand même le discours et le vocabulaire du chargé de communication. Le chef d'entreprise est têtu borné. Je pense qu'en... Oui, c'est Madame Kovic Joanna. Je pense que même après des années d'études et une certaine expérience professionnelle, bon, si le chef d'entreprise n'est pas d'accord, si le chef d'entreprise n'acquiesce pas, nous sommes d'accord. Il faut arrondir les angles, mais on ne veut pas dire oser exactement. Chez l'entreprise, borné têtu. Mais il va comprendre comme ça. Oui, il va comprendre, mais de façon très diplomate. Oui, mais il faut être direct aussi de temps en temps dans la vie, parce que moi j'ai vu. On est d'accord. Voilà, moi je Vous suis voyez, d'accord. vous voyez que sa personnalité est là en elle. Hein. D'accord. Merci, monsieur Ambilus. Merci en tout cas pour l'excellente explication. La question c'est, débuter votre travail professionnel, vous dire en tant que... Monsieur Ambilus, excusez-moi. Vous pouvez répondre correctement à la question, s'il vous plaît. Oui, il parle distinctement. Au début de votre travail professionnel, ou tirant votre travail professionnel, quelle a été votre source de motivation? Est-ce que vous avez déjà des noms, etc.? Des noms? Oui. Non, oui, pas, non, c'est pas pour vous. À des refus. À des refus. Quelle a été ma source de motivation? La réussite. La réussite. J'ai la chance d'avoir des exemples de réussite et d'échec. Je sais que je veux réussir dans la vie. Donc par rapport à ça, je mets en place des choses pour me permettre de réussir. Bon, je dirais ce que je ne peux pas me dire la foi, parce que je ne pas en jeu. Mais voilà, la réussite est vraiment ma source de motivation. Comme je disais, mes parents m'ont toujours dit que la vie était difficile. Et mes parents n'ont pas eu le même parcours que moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tous la chance d'être assis à l'école et vous êtes en terminale, c'est ça? Donc de faire cela. Moi par exemple, mes parents, ils ont dû s'arrêter bien plus tôt parce que famille nombreuse, il fallait qu'ils commencent à travailler soit pour subvenir à leurs propres besoins ou bien pour participer aux besoins de la famille. Donc ils n'ont pas pu aller jusqu'à la terminale, ils n'ont pas pu faire des études supplémentaires, des études universitaires comme moi. Ils m'ont poussé en fait parce que eux ils ont dû batailler sur le terrain. Si je peux rajouter une essence personnelle, pendant que j'étais en seconde et en troisième, mon père s'asseyait avec moi pour apprendre mes devoirs de maths parce qu'il devait préparer un concours à côté, parce qu'il savait que la vie devient dure. Le travail qu'il a aujourd'hui ne lui permet pas de terminer les examens ces fins de mois. Donc par rapport à cela, il passait des concours pendant que nous étions à l'école pour gravir les échelons au niveau de son travail. Voilà. Donc en fait tout ça, ça participait à mes sources de motivation. J'avais un exemple à la maison. C'est pas tout le monde qui a forcément cette possibilité-là, mais j'avais cet exemple à la maison. Mon papa qui n'a pas forcément fait des études comme moi j'ai fait, mais qui m'a montré en fait qu'il voulait réussir et qu'il voulait nous donner le meilleur pour que nous puissions avoir cette chance de faire des études. Et puis ben, on veut réussir. Enfin, je veux être aisée, je veux demain si j'ai des enfants, ça ne pas mes enfants d'avoir cette même chose-là que j'ai eue. Et donc pour cela, je dois travailler parce que si je veux pas éduquer mes enfants à Paris ou chez mes soeurs, il faut pouvoir payer la scolarité. C'est pas forcément donné pour cela, mais il faut que je travaille par cet argent-là. Voilà, donc c'est ça mon moteur en fait. Et puis mon épanouissement. Et bon, quand on a votre âge, on ne s'en rend pas compte, mais
à mon âge et en mon temps, après, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a plus que le pratique tout ça. Donc, faire par la gestion des risques, je me permets de catégoriser de léger par rapport à d'autres métiers qui sont un peu plus dangereux, plus exposés au risque, comme les gens qui sont sous le soleil, qui peuvent risquer l'insolation. C'est la vie. Madame Saint-Cyr, Vous allez continuer ce métier au futur? je n'ai pas entendu la question. Vous allez continuer ce métier au futur? Ma réponse sera mitigée. Je dirais oui parce que la communication ce n'est pas qu'en charge de l'homme. Aujourd'hui, je me bats pour monter en compétence, pour être responsable de l'entreprise de communication. Si ce n'est pas le cas, j'ai pour ambition de créer une entreprise, une des entreprises. Donc bon, la communication sera toujours ça. La communication, ça fait partie de chacun de nous. Pour ça, j'ai envie de dire oui. Mais ça peut ne pas être le cas dans le sens où si je suis chef d'entreprise, je devrais en fait déléguer la communication à des personnes qui auront une mission plus accrue parce que j'aurai d'autres responsabilités. Voilà. Trois paliers, c'est d'être responsable comme directrice comme, sinon d'abord directrice directement et après si je veux avoir mon nom. Je vous encourage vivement à le faire. Madame Covid vous a dit qu'elle vient d'une filière générale. Et quelles sont ses recommandations? J'ai travaillé plus que mes collègues pour rattraper mon retard. Enfin, un retard. Retard tout est relatif, mais dans le sens où je n'avais pas les mêmes connaissances que mes. En DUTTC, à mon époque dans ma classe, on était 3 ingénieurs de filière générale, donc S, L, E, S, on va dire 5. Et le reste, c'était des STJ. Donc, il avait déjà fait la merde du marketing. Nous, on ne connaissait pas du tout. Et comme je disais tout à l'heure, mon facteur de motivation, c'est la réussite. Et parce que je voulais réussir, mon premier cours prolongement tactique, j'ai dû avoir 5 sur quand j'étais député. Littéralement député, j'ai fait la merde. Je n'ai jamais eu cette là. Et en fait, je me suis mise au diapason au niveau de l'école pour en fait réussir dans cette matière-là. Lorsque je rentrais de l'école, je travaillais jusqu'à minuit, 1h du matin pour apprendre les devoirs par cœur, pour comprendre en fait le marketing et rattraper le retard que j'avais par rapport à mes collègues pour laisser des gens en fait se donner. Très bien. Je rebondis sur le par cœur. Quelles sont les limites, du moins les avantages et les inconvénients de l'apprentissage par cœur? Limites et avantages. Avantages et inconvénients. Avantages et inconvénients. Je n'y vois pas forcément d'inconvénients. Le parcours est nécessaire pour moi jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que je sois professionnel. Dans le sens où le parcours vous permet en fait, ça accroît votre culture générale, ça accroît votre maîtrise en fait du métier. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris par cœur le langage de la stratégie, communication, etc. Lorsque j'ai une discussion, je peux en parler sans douter, sans bégayer ou quoi que ce soit. C'est parce que j'ai appris par cœur le marketing que je peux expliquer une stratégie marketing ou une stratégie de comportement du client. C'est parce que je l'ai appris en fait. Donc, le par cœur vous permet en fait d'avoir une maîtrise de votre métier et d'avoir la connaissance en fait de la connaissance. Et de s'adapter à n'importe quelle situation et à n'importe quel contexte. L'inconvénient, de la même façon, lorsqu'on vous donne une phrase en espagnol à mémoriser, autrement dit apprendre par cœur, pour pouvoir la ressortir, la réutiliser dans d'autres situations et dans d'autres contextes. Je faisais ça déjà à l'époque, l'apprentissage par cœur. bien sûr, Ah, bien sûr. j'avais que ça. Donc voilà, donc ouais. Les contenus de ce registre, c'est à 90% du temps. Mais bien le par cœur, quand même, ils vont comprendre. Tout à fait. Oui. Voilà. Mais après, c'est la pédagogie. Ça, c'est vraiment propre à chaque professeur. Monsieur Roger, par exemple, si on prend l'exemple, si vous le faites toujours, Oui. on a fait cette partie de décortiquage avant d'avoir le par cœur à faire. C'est-à-dire qu'on cherchait à comprendre le texte, à comprendre le contexte. Pourquoi est-ce que c'est dit comme ça, et par autrement, etc. Et c'est nécessaire. De manière, s'il n'y a pas de compréhension avant le par cœur, il est évident. Nous sommes bien d'accord.